L'irrigation sur les terres, c'est très efficace, mais il faut en faire le moins possible et mettre le moins d'eau possible. Je suis équipé de 2 stations météo qui ont chacune un thermomètre, un pluviomètre, un hygromètre et un anémomètre. Concrètement, sur l'application, j'utilise les sondes tensiométriques et là, il va falloir regarder si, dans les jours à venir, la météo va permettre de changer cet aspect ou alors si c'est à moi d'intervenir par une irrigation. Insect est le leader mondial des ingrédients d'insectes. Insect propose ainsi une protéine alternative, saine, naturelle et durable, utilisant 98% moins de terre et 50% de ressources en moins. Nous mettons en œuvre une technologie propriétaire innovante, protégée par 30 brevets, pour développer nos fermes verticales, nous permettant d'élever nos insectes avec un faible impact de surface et une empreinte carbone négative qui évite les émissions en capturant le CO2 de l'atmosphère. La ferme est entièrement automatisée par des robots, nourrissant, récoltant et transformant les insectes et leurs ingrédients. Bonjour, je suis ravi de vous retrouver pour cette séquence autour de la technologie et d'innovation. C'est clair que devant cet enjeu dont on a parlé cet après-midi, la technologie est un des leviers qui peut permettre d'atteindre en 2050 ce Graal qu'on a parfois un peu perdu, qui est la neutralité carbone. Mais on a 30 ans, et 30 ans dans la technologie, on va en parler, c'est beaucoup et c'est pas beaucoup si on veut véritablement changer la donne. Pour parler de ces enjeux sur les technologies, je suis ravi d'être aujourd'hui avec Sophie Paturle, qui est la fondatrice de Demeter et qui est aussi présidente de la commission climat de France Invest. Bonjour Sophie. Et puis avec François Jacques, le patron du CEA. Merci François d'être avec nous. Alors Sophie, si tu permets, je vais commencer avec François, parce que il se trouve que, comme un bon technologue, on va commencer par l'amont de cette technologie. François, le CEA a évidemment un regard particulier sur ce sujet des technologies historiques et avec aussi beaucoup d'évolutions. Est-ce que tu pourrais nous dire quels sont pour toi les grands enjeux ou leviers technologiques dans les années à venir, justement pour essayer de changer la donne ? Oui, alors je crois que, il y a déjà énormément de choses qui ont été dites depuis le début, mais peut-être je voudrais commencer juste par le Covid, finalement, aussi bizarre que ça puisse paraître. C'est-à-dire, on a, avec le Covid, pendant un an, constaté quoi ? Que 15, 16, 17, 18% des émissions avaient disparu. Mais quand on y réfléchit, on a besoin de faire 80%. Donc quelque chose qu'on trouve assez insupportable quand même, qui est le Covid, qui est de ne pas pouvoir se déplacer, etc., ne fait que 15%. Donc il va falloir faire des ruptures technologiques. Pourquoi je dis ça en préambule ? Parce que ça veut dire qu'on n'a pas le luxe de choisir, quoi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une solution. Il va falloir que, alors évidemment, qu'on cesse d'employer le maximum possible de formes fossiles d'énergie. Il va falloir aussi, évidemment, qu'on trouve des manières de les utiliser au mieux. Ça va aller avec une électrification des usages. Qui dit électrification des usages dit probablement aussi repenser le système électrique, c'est-à-dire le système électrique avec grandes lignes, grands réseaux, etc. Il est à revoir pour essayer de réfléchir à des boucles locales, on a déjà un peu parlé. Et puis, tout ça, c'est le côté je fournis de l'énergie. Puis, il faut aussi évidemment regarder vers le côté je l'utilise au mieux, je la produis au mieux. Et on voit bien que dans tous les domaines, prenez que le numérique, qui devient un des gros consommateurs, enfin qui est le pain quotidien de nos existences et qui devient un gros consommateur d'énergie, si on ne trouve pas le moyen de décarboner l'usage en réduisant la consommation ou en ayant des moyens qui utilisent moins d'énergie, on n'y arrivera pas. Donc il faut vraiment regarder tout ça, des nouvelles solutions, hydrogène, solaire plus efficace, là où les rendements étaient à 25, passer à 40, mais aussi trouver des manières de l'utiliser et des manières de penser l'énergie qui soient différentes. Et donc, merci François.
pour ensuite faire que ces technologies qui sont en devenir au CEA, dans tous les labos, fassent des entreprises. Il y a évidemment le sujet de l'investissement. Tu as, il y a presque 15 ans, on en parlait tout à l'heure, fondé Demeter en avance de phase. Donc tu as un historique fort sur ce sujet du financement des technologies. Est-ce que tu peux nous dire en quelques mots peut-être comment tu vois l'avenir aussi, puisqu'on est là pour se projeter fort de cette expérience que tu as eue sur ce sujet? Bien sûr. Tout d'abord, je voudrais dire que je suis très heureuse d'être ici et d'être ici invitée par la BPI avec qui nous avons accompagné beaucoup d'entreprises. Nous avons fait beaucoup de co-investissements. On a vu Insect, on verra Fermentalg, Lactips, Quadrant et bien d'autres. Je n'ai pas assez de doigts les mains pour les compter. Et puis très heureuse aussi d'être là avec François-Jacques du CEA. Il parlait d'innovation de rupture. C'est effectivement, comme tu le dis, François, notre métier à nous, investisseurs, d'aller chercher les chercheurs dans ces laboratoires qui sont de très grande qualité en France et de les transformer en business rentable, avec une forte croissance et également une grosse création d'emplois. Alors on a Aledia en commun, on en parlait tout à l'heure, qu'on a sorti des bureaux du CEA, c'était encore des salariés en allant chercher un dirigeant franco-américano-italien et en mettant notre argent. Voilà. On salue Giorgio. Voilà, donc nous étions à l'époque avec Sophie Nova-Bremer. La BPI nous a rejoints et nous en sommes très heureux. Donc beaucoup d'aventures comme ça. Il y a eu Weekends, Enerby, Apix. Voilà. Et je crois que Demeter, merci de le rappeler, on était parmi les quelques éclaireurs, puisque je suis une des cofondatrices de Demeter. À l'époque, nous étions quatre investisseurs qui croyions dans la transition écologique. Et je crois qu'aujourd'hui, on est vraiment en train de vivre une période absolument unique, post-Covid aussi. Je crois que c'était intéressant de mettre l'accent parce que ça a créé aussi une vraie année de bascule, je crois. Et là, on s'oriente vers une grande accélération et une accélération qui, je crois, va être rendue possible aussi parce que depuis 15 ans, il y a des entreprises qui se créent et il y a eu des fonds d'amorçage qui ont permis à pas mal de technologies d'émerger. C'était des startups, ce sont aujourd'hui des PME et l'innovation, ce n'est pas réservé aux grands groupes et aux startups, ça fait aussi partie des moyens pour croître rapidement pour ces PME. BPI le sait très bien puisqu'ils essaient d'aider au maximum les chefs d'entreprise de PME à la fois innover et aussi se tourner vers l'international, ce que nous faisons. Et sur l'investissement Alors l'investissement, peut-être quelques chiffres. Oui, peut-être, parce qu'on parlait de on France aime bien Invest. compter, on aime compter pour ceux qui comptent, et donc pour nos entreprises, on compte. Il y a un chiffre que j'aime bien rappeler. Au cours des 10 dernières années, puisqu'on a lancé un baromètre avec France Invest, il a été investi près de 7 milliards d'euros dans 925 entreprises. Donc on investissait il y a 7-8 ans de l'ordre de 300-400 millions d'euros. On a investi l'an dernier 1,2 milliard, à peu près la même chose que les 2 années précédentes. Ça montre que alors que l'investissement dans les entreprises a globalement baissé au cours de l'exercice qui vient de s'écouler, assez logiquement, eh bien dans ce domaine de la transition écologique, on n'a pas baissé. Donc c'est bien là où je crois qu'il y a vraiment une rupture qui se marque. Et il y a une autre chose qui est intéressante de voir, c'est que, je vous disais, on a accompagné 923 entreprises, à peu près 100 au cours des 2-3 dernières années. Et il y a 7-8 ans, on en a accompagné 80. Ça veut dire que le nombre d'entreprises, il a augmenté de 20%, alors que le montant investi, lui, il a été multiplié par 4. Donc, nous accompagnons effectivement des entreprises qui sont un petit peu plus matures, ou bien des projets qui ont davantage d'envergure, ce qui veut dire qu'on a également là tous les ingrédients pour pouvoir accélérer. Les investisseurs sont là, les entreprises sont là, et la recherche, je ne me permets pas de parler de la recherche avec François-Jacques à cette table. François, on va, merci Sophie. Donc effectivement, on voit que ça permet de mettre plus de capitaux pour faire des belles entreprises, et ça grossit. On a lancé, nous, il y a 2 ans, un plan Deep Tech, dont une des composantes importantes à l'intérieur de ce plan Deep Tech, c'est la Green Tech, et on en parle avec François, on en parle avec le CNRS, avec tous les organismes de transfert de techno. Clairement, il y a plus de capitaux, il y a plus de fonds qui arrivent aussi et qui investissent, tu disais multiplié par 4. Comment, François, tu vois, toi, l'accélération de ce transfert du savoir qui est dans vos labos vers l'entreprise, que ce soit la start-up, la PME ou le grand groupe? C'est quoi la vision du CEA qui, on peut le dire, est quand même un organisme très centré sur ce sujet économique historiquement?
Alors centré, oui. Je pense que si on ne fait pas ça, on n'a pas de raison d'être, quoi. Bon, sinon, il n'y a qu'à laisser dans les organismes académiques. Je crois que moi, je voudrais dire 2-3 petites choses là-dessus, vraiment de conviction. C'est-à-dire, d'abord, ce qu'on doit éviter. Je pense que la première chose qu'on doit éviter, c'est l'idée qu'on fait des technologies, qu'elles sont sur étagère et qu'elles attendent d'être valorisées. Ça, je pense que c'est bon. Voilà. La deuxième chose, c'est le célèbre modèle linéaire, c'est-à-dire qu'on sait tous que l'innovation, c'est des allers-retours permanents, c'est du tourbillon. Enfin, mes maîtres, Michel Callon et Bruno Latour, racontaient déjà ça il y a 30 ans. Et puis, pour un organisme comme le CEA, je crois que ce qu'il doit faire, c'est certifier des technos, certifier des savoirs nouveaux, mais il doit élargir son champ de métier pour accompagner ces technos, finalement, trouver les solutions. Et alors, juste là, pour le lister, finalement, si on regarde nos modalités d'intervention, alors on a, j'allais dire, les choses bien acquises, bien ancrées, mais qui peuvent être en rupture, hein, qui sont des partenariats avec des grands groupes bien constitués. Bon, on sait tout ce qu'on fait dans le domaine de la microélectronique avec ST. Bon, voilà, c'est une modalité possible. On a évidemment à l'autre bout la start-up classique, j'allais dire le chercheur passionné ou l'ingénieur passionné qui veut créer la chose. Et puis, je pense qu'entre les deux, il y a au moins 2 autres choses qu'il faut mentionner. C'est les cas où c'est pas ça devient une start-up d'organisme. Si je prends le cas de l'hydrogène, on avait cette technologie sur l'hydrogène et on trouvait personne trop pour la reprendre. Et donc, moi, j'ai considéré que notre boulot, c'était aussi de trouver le partenaire industriel. C'est comme ça qu'on a fini par approximations successives à voir qu'on avait des visions alignées entre Schlumberger qui voulait faire sa transition énergétique et nous qui poussions la techno, et on a créé une start-up où on est au capital finalement à 40% et on a mis des moyens CEA. Puis il y a une dernière chose sur laquelle je suis assez, qui n'est pas très glamour, parce que parfois quand j'en parle, on me dit « Ah mais pourquoi ?» Bon, c'est toute notre action régionale vis-à-vis des PME. C'est-à-dire qu'on a un réseau dit de plateformes régionales de transfert de technologie qui va au plus près des PME, qui va les voir, qui fait du démarchage, qui fait le diagnostic de leur situation. C'est des petits contrats, c'est des petites interactions, mais qui, je crois, sont essentielles si on veut amener à la table de la R&D et à la table de ce qui est en train de se passer le tissu industriel. Donc, avoir ces différentes modalités d'intervention, je crois que c'est vraiment notre rôle d'organisme responsable en matière de technologie et de transition énergétique et écologique. Et donc toi, Sophie, sur ce sujet du transfert de technologie, avec le regard un peu lié à la techno de l'investisseur du capital, mais ta casquette aussi de France Invest, comment tu vois ces différents leviers pour finalement faire quelque chose qui soit massif? Je crois que notre enjeu, c'est effectivement de faire en sorte qu'on fasse des grosses entreprises mondiales et qu'on allie cette réussite économique et cette réussite de la transition dont on a beaucoup parlé cet après-midi. Oui, tout à fait. J'en suis tout à fait convaincue aussi qu'on a un rôle à jouer. Et quand on a créé à quelques-uns aussi la commission climat de France Invest, c'était aussi cela, en considérant qu'être un dirigeant d'entreprise, ça demande beaucoup de talent, ça demande beaucoup de persévérance, ça demande tellement de choses que c'est bien d'être entouré. C'est comme ça que l'on réussit et qu'il faut qu'on ait un écosystème efficace qui se construise autour de ça. Et je crois d'autant plus aujourd'hui que d'une part, comme on l'a rappelé, Nicolas Dufourcq l'a rappelé, il y a urgence. Et aujourd'hui, justement, nous avons la révolution numérique qui permet également que cette révolution énergétique, j'ai envie de dire, et écologique, puisse passer rapidement à grande échelle, à être massifiée, parce qu'on n'est pas là pour faire des échantillons aujourd'hui, si je peux me permettre de reprendre un petit peu cet exemple. Il faut passer très rapidement, presque du stade du laboratoire au stade de la diffusion massive, parce qu'on n'a pas le temps. Et c'est donc une vraie nécessité de se mettre tous autour de la table pour se fixer des priorités, pour construire, comme on le dit, des filières autour de sujets qu'on a considérés comme prioritaires et qui s'élargissent. Parce qu'on parlait beaucoup de transition énergétique, maintenant on parle de transition écologique. Pourquoi ? Parce qu'on se rend compte qu'un des gros secteurs, on en parle aussi un petit peu avec Insect, j'ai entendu tout à l'heure, dont nous sommes actionnaires ensemble, c'est tout ce qui tourne autour du monde agricole et de la nécessité aussi de résoudre des problèmes aussi simples que nourrir la planète. Donc il faut des investissements massifs, ça demande de l'organisation pour que les technologies trouvent les infrastructures sur lesquelles aussi elles vont trouver à s'appliquer pour ne pas rester sur étagère. J'aime beaucoup aussi cette expression. Finalement,
Je crois qu'on est en train de dire que, d'une certaine façon, on est en train de réinventer des filières. On avait un peu, ce mot était devenu peut-être un peu vieillot, mais aujourd'hui, quand on commence à dire que depuis le labo jusqu'à des très grandes entreprises, la PME, la start-up, on a annoncé il y a quelques jours Tech in Fab, comment les start-up sont au service des PME. On voit bien que les PME et les ETI, on va le voir tout à l'heure, sont clientes de ces entreprises. Je ne sais pas, François, toi, la transformation et la création en fait, de ce décloisonnement, est-ce que c'est quelque chose que tu commences à voir Alors, c'est très clair, j'allais dire. D'abord, on se l'applique à nous-mêmes, CEA. C'est-à-dire qu'au bout du compte, aujourd'hui, la structuration CEA, elle est sur 3 piliers: transition écologique, transition numérique et médecine de demain. Et ce qu'on constate, c'est qu'à poser les choses comme ça nous permet de créer des transversalités. C'est-à-dire ça nous permet de faire que les gens du numérique se posent la question de l'énergie, que les gens de la médecine aillent chercher, etc. Enfin, des évidences, mais qui ne sont pas si simples que ça à faire. Et l'autre aspect, je crois, important, c'est le côté intégré. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'à un moment, si on prend des décisions sur un marché donné, sur une technologie donnée, par rapport à la perspective climatique, on peut faire beaucoup de bêtises. Moi, j'étais très sensible à ce que disait Sophie sur l'agriculture, parce qu'on parle toujours de CO2, on parle rarement de méthane. Le méthane, c'est pire que le CO2. Alors, à court terme, c'est pire que le CO2 en facteur d'impact, mais en revanche, ça ne dure pas éternellement. Donc, si on veut atteindre nos objectifs de 2050, il faut travailler sur le méthane, donc l'alimentation, donc, etc., etc. Donc, on voit, il y a vraiment une cohérence du système à avoir. Écoutez, merci à tous les deux, merci de votre engagement, merci d'être là avec nous. Et puis donc on se retrouve allez, on met 10 ans pour avoir déjà très bien réussi ces belles entreprises. À très vite. En attendant, on va voir une très belle réussite de comment la technologie peut répondre à des enjeux avec une belle entreprise, Lactips. Voilà, merci, à tout de suite. Parce que le plastique perdure pendant des années dans l'environnement et parce que la filière des matières plastiques avait besoin de muter pour permettre ce changement dans les océans, Lactips développe une nouvelle génération de matières plastiques inertes pour l'environnement, qui va être biodégradable, naturelle et qui permet d'adresser la problématique des plastiques dans les océans. Je suis Marie-Hélène Grammatikoff, je suis une des fondatrices de Lactips. J'ai un passé industriel dans les matières plastiques, mais aussi j'adore le business et je suis plutôt spécialisée côté business et stratégie. J'ai rencontré Frédéric Prochaska en 2013. Frédéric qui est chercheur à l'université de Saint-Étienne et qui m'a proposé son innovation. Pour ma part, j'ai été complètement épatée parce que j'ai tout de suite vu, en tant qu'ancienne plasturgiste, que c'était une innovation de rupture qui permettait de sauvegarder et d'aider la filière et d'aider la thématique du plastique dans les océans. Nous avons eu beaucoup de chance, puisque cette création d'entreprise, en partant de 2 au départ et à 50 personnes aujourd'hui, ça a été comme un laboratoire pour nous de pouvoir créer une communauté de personnes qui se rejoignaient sur leurs valeurs. Du coup, nous avons embauché des personnes qui étaient extrêmement compétentes, bien sûr, et qui avaient les mêmes valeurs que nous. Et aujourd'hui, c'est extrêmement important, puisque c'est l'entreprise dans sa globalité qui porte l'innovation, qui porte le changement. Et cette force, elle nous est impulsée à tous les niveaux de l'entreprise. Ça nous permet de faire face à cette innovation qui est en train de changer non seulement la filière, mais le résultat sur les océans. Ça, c'est extrêmement important parce que ça nous permet aujourd'hui d'être une communauté de plus de 50 personnes qui sommes unis par nos valeurs d'entrepreneuriat, de performance et d'éco-citoyenneté. Et ça donne beaucoup de force qui nous permet de résister, nous, et d'évoluer extrêmement rapidement. Nous disposons d'une première ligne de production qui a une capacité de 1000 tonnes par an. Et bientôt, nous serons installés dans une nouvelle usine de production qui aura une capacité de 6 lignes et de plus de 10 000 tonnes par an, ce qui représente 1000 semi-remorques par an qui n'arriveront pas dans les océans. Au bout de ces 7 ans, le résultat, c'est cette mise sur le marché de ces nouveaux produits et de cette nouvelle génération
avec la filière des matières plastiques et dans l'intérêt de tous. Historiquement, le premier produit mis sur le marché remplace le plastique soluble autour de vos tablettes de machine à laver la vaisselle. Et puis, pendant la crise du Covid, rapidement, nous avons participé à l'effort collectif en mettant sur le marché un sac pour les hôpitaux et pour le linge hospitalier qui permet à l'utilisateur de ne pas rentrer en contact avec le linge souillé. Cette année, prioritairement, nous allons sortir des nouvelles applications sur le thème de la recyclabilité des packagings et de leur fin de vie. Chez Lactips, nous sommes nés de la transition écologique et nous continuons à nous développer pour elle. C'est aussi un objet fort de notre performance. Et aujourd'hui, pour les entreprises, au vu des changements et des pressions et des prises de conscience qui ont lieu, ça serait une erreur que de ne pas y prendre part. Rebonjour, bonjour Véronique, je suis ravi de vous accueillir. On a parlé de technologie, on a parlé d'innovation. Vous êtes à la tête d'une très belle entreprise. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots ? Oui, alors le groupe Cheval, c'est une ETI qui est située dans la Drôme, un peu plus de 120 millions d'euros, qui est à la base dans le secteur du TP, mais qui en fait illustre l'économie circulaire par son ADN. Moi, je n'y suis que depuis 3 ans environ. Et en fait, c'est de l'économie circulaire puisqu'on part depuis les carrières, en passant par des centrales enrobées, ces centrales béton. Je sais que je ne fais pas... c'est pas très glamour non plus, je ne fais pas rêver les foules avec ça, mais ensuite tous les travaux d'aménagement, du paysagisme, label d'excellence pour réaménager les territoires, parce qu'il y a cette préoccupation de travailler l'environnement, jusqu'au recyclage des matériaux du TP, sachant qu'on a intégré de la déconstruction, pas de la démolition, je dis bien de la déconstruction pour être responsable de ce qu'on défait, pour pouvoir travailler des friches industrielles et recycler dans nos filières. Donc voilà, on est vraiment un modèle d'entreprise circulaire. On s'est engagé dans l'entreprise à mission, pas parce que je l'avais découverte via d'ailleurs Nicolas Dufour et BPI, mais parce que c'était déjà dans l'ADN et le modèle de l'entreprise avec cette intégration verticale qui n'est pas en fait verticale, je vais l'appeler intégration circulaire. Super. Et donc, dans cette intégration circulaire, il y a de l'innovation. Donc, vous êtes d'ailleurs, je crois, et vous allez nous en parler, l'expression que finalement, innovation et industrie, c'est un magnifique couple. Et donc, qu'est-ce que c'est que l'innovation dans le groupe Cheval aujourd'hui ? Tout à fait. Alors, l'innovation revêt plusieurs facettes dans le groupe, à la fois sur des process, à la fois sur des méthodes. On va essayer d'être vertueux, mais aussi sur des grosses industries. Effectivement, vous mentionnez, alors je vais parler d'un projet qui est en cours et qui allie, alors on a été en partie financé par BPI, par l'ADEME en partie, aussi. On attend la suite aussi, donc vous voyez, tous les acteurs sont partis. On va en parler à Arnaud tout à l'heure. D'accord, merci. Bien fait, hein, c'était bien amené. Non, c'est qu'on a besoin de ces soutiens aussi, parce que c'est très lourd d'investissement, donc c'est sur une centrale enrobée, utiliser l'économie circulaire pour, au lieu de travailler avec des gros brûleurs qui rejettent beaucoup de CO2, c'est de lancer un nouveau brûleur bois avec du bois recyclé qu'on recycle dans nos propres déchetteries et centres de recyclage professionnels. Et avec ça, on essaierait de tourner à 70% avec ce combustible, ce qui serait une première européenne. Portée par... Nous sommes une petite ETI, hein, et quand on dit une ETI de 120 millions, ce n'est pas une seule entreprise. En fait, nous sommes la conjugaison de 16 filiales, donc ça veut dire qu'ils vont de 5 à 20 millions, et ça veut dire des PME. Et donc un très bel exemple de ce côté circulaire dont vous parliez tout à l'heure. Et vous me disiez tout à l'heure que pour vous, il y avait aussi un alignement important entre cette innovation dans vos filiales sur ces sujets circulaires et la gouvernance et l'innovation de gouvernance. Alors, je trouve ça intéressant d'aligner ce sujet de la technologie et de la gouvernance. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Alors, j'ai entendu par les interlocuteurs précédents parler effectivement de transition énergétique qui passe à la transition écologique. Et il faut aller, j'allais dire, vers une transition managériale qui a commencé, mais une transition de la gouvernance. Quand je dis gouvernance, c'est à la fois dans l'entreprise. Effectivement, on a lancé des groupes d'innovation parce que oui, ça attire vraiment de nouvelles... ça attire des candidatures d'être sur ces sujets-là, mais aussi il faut revoir la manière de gouverner dans notre écosystème, d'embarquer les gens, de donner du sens,
mais pas seulement, avec toutes les parties prenantes, ça veut dire intégrer la réflexion avec des clients, avec des partenaires, avec des fournisseurs, et aussi avec le monde financier et le monde politique. Et on a besoin, j'ai entendu parler aussi le mot massification, c'est sûr que ce n'est pas à l'échelle d'une TPE, d'une PME ou d'une ETI, c'est bien l'ensemble qui le fera, mais à condition, me semble-t-il, ce sera en tout cas un facteur accélérateur d'être soutenu dans cette gouvernance par toutes les parties prenantes politiques et financières. Et ça s'exprime par, vous me disiez tout à l'heure, la création d'un comité, c'est ça? Oui. Alors, on a fait, ça c'est par rapport à l'entreprise à mission, mais on essaye d'intégrer des partenaires extérieurs. Aujourd'hui, on le voit aussi, alors pour avoir été administratrice dans des sociétés, on ouvre les boards, on ouvre les comités stratégiques à des gens externes. La stratégie, on parle de veille stratégique, j'ai envie de dire éveil stratégique parfois, hein, c'est un petit peu endormi. Et donc faire venir des gens de l'extérieur au gré des besoins, au gré des projets. Et notre comité de mission, effectivement, est ouvert. D'abord, il se doit d'être ouvert, mais on a ouvert avec des comités opérationnels à des gens externes dans l'innovation, certaines start-up, des jeunes, et on espère poursuivre ce mouvement et voilà, et susciter. Et donc, ce côté circulaire, c'est la même chose qu'on disait tout à l'heure, c'est le décloisonnement, en fait, où on se parle. Exactement. Et on invente un futur collectif. Exactement. Et tout ça, ça donne quoi comme résultat? Je crois beaucoup à l'intelligence collective. Hein. On a parlé coaching avant et accompagnement. Alors, ce que ça donne une entreprise où les gens sont engagés, ça donne un modèle où on a créé une société de cadres pour mettre de la participation, plus que de la participation, mais que les collaborateurs deviennent et les managers deviennent actionnaires de l'entreprise, contribuent au projet, et où, alors, on ne peut pas parler d'entreprise libérée, on en est loin, et je crois que c'est un modèle qui est un peu difficile à faire vivre dans un gros volume. Par contre, on peut créer beaucoup de transversales, de projets au gré, et puis d'être agile pour faire et défaire ces gros projets en fonction du besoin et du moment et du temps. Et ça donne même des très bons résultats 2020, on peut peut-être le dire. Alors, aussi. On peut le dire puisqu'on clôture au 31 mars, donc là c'est tout neuf, tout frais. Mais alors que c'est l'année Covid, et ça on ne peut pas le nier, alors qu'il y a eu beaucoup d'adversité, hein, les collaborateurs se sont engagés. Non seulement on a réussi à recruter, on a maintenu le recrutement, on a maintenu les croissances externes sur lesquelles on s'était engagé, et le résultat est en chiffre d'affaires a un peu baissé, mais les gens sont allés chercher la performance. Ça veut dire qu'on peut allier le vertueux, on peut allier la RSE et l'entreprise à mission avec la performance économique qui est essentielle pour les entreprises. Merci beaucoup, Véronique. Je vous en prie, c'est merci moi. À merci. vous. Merci, à de bientôt. cette invitation. Et donc, on va maintenant prendre quelques minutes pour prendre un peu de recul et se rendre compte que notre monde est en train de bouger vite. Il bouge vite dans les entreprises, il bouge vite autour de nous. Une petite vidéo de tension qu'on va partager ensemble. Bonjour, je ne sais pas si Natalia, tu nous entends. Normalement, oui. Salut Natalia. Alors Natalia, c'est notre super déléguée innovation à Bordeaux. Et je te laisse, Natalia, nous expliquer pourquoi ça rock à Bordeaux sur le sujet du green. J'espère que vous allez tous bien en cette formidable journée de jour E. Alors, je suis entourée de 2 pépites de la Green Tech qui sont aujourd'hui, mais surtout depuis leur création, dans le monde de l'ATE. Merci à Philippe Lavielle, président-directeur général de Fermentalg, et à Perrine Laquèche, directrice du développement de Holychrome, d'être présents à mes côtés pour illustrer le fait que les ruptures technologiques sont créatrices de valeur et induisent des forts comportements des consommateurs. Alors, Philippe, il paraît que pour Fermentalg, tout aurait commencé dans une petite cuillère. Pouvez-vous nous en dire plus ? Oui, bonjour Natalia et bonjour à tous. Fermentalg est une entreprise qui a maintenant 10 ans et qui s'est donnée tout de suite pour mission l'étude et l'exploitation de l'incroyable diversité d'une famille biologique que sont les microalgues.
Les microalgues sont une famille biologique très importante pour la biosphère, d'abord très diversifiée. Il y a plus de 800 000 espèces de microalgues sur Terre. Et très importante, pourquoi? Parce que les microalgues sont au tout début de la chaîne alimentaire des océans. Et donc c'est un maillon très important de la chaîne alimentaire de la masse océanique. La deuxième, en termes d'importance, c'est aussi que les microalgues sont responsables de la fabrication d'à peu près 50% de l'oxygène que nous respirons. Donc, Fermentalgues, à partir de ses études, à partir de ses travaux de recherche et développement, a décidé de faire 3 paris industriels et commerciaux. Le premier pari était de fabriquer à partir de ces microalgues et par voie fermentaire, donc par fermentation bio-industrielle, de fabriquer des oméga 3. Je pense que tout le monde connaît les oméga 3 et leur vertu pour la santé humaine. Les oméga 3 sont en général fabriqués à partir de la pêche industrielle. On envoie des flottes de bateaux dans le Pacifique Sud ou sur les côtes d'Afrique de l'Est pour pêcher des millions de tonnes de poissons à en extraire ce qu'on appelle les huiles de poisson. Eh bien, Fermentalgues, à travers ses travaux de recherche et développement, a réussi à fabriquer les mêmes oméga 3 sans passer par le poisson. Donc, nous fabriquons des huiles de poisson, tout simplement, sans pêcher de poisson. Le deuxième pari qui est encore en développement est un pari aussi très important pour l'alimentation humaine du futur. Nous développons des sources de protéines dites alternatives et ce sont des protéines de microalgues qui sont très proches des protéines animales en termes nutritionnels et qui ont par contre une empreinte CO2 bien moindre que les protéines animales. Et le troisième pari que nous faisons, c'est un pari sur des services environnementaux. Nous travaillons depuis plus de 5 ans maintenant avec le groupe Suez pour développer ce que nous appelons des puits de carbone. Ça fait appel à une propriété intrinsèque des microalgues qui est la photosynthèse. La photosynthèse permet aux microalgues de capturer du CO2 et de le transformer dans une biomasse algale qui va être ensuite utilisée dans l'alimentation animale ou le biocontrôle ou d'autres applications. Donc vous voyez trois paris industriels et commerciaux à partir d'une solide fondation scientifique et technique. Merci Philippe. J'ai longtemps traîné en blouse blanche, j'ai d'ailleurs une petite tenue en mémoire du CNRS, dans les couloirs du CNRS, et je suis ravie de voir que des travaux d'origine scientifique peuvent être valorisés dans des entreprises au contact du monde réel et de leurs clients. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur Olichrome et sur certains projets que vous menez aujourd'hui au sein de la transition écologique? Oui, tout à fait. Bonjour. Effectivement, Olichrome a été créé par son actuel dirigeant, fondateur Jean-François Létard, photochimiste, qui a été pendant plus de 10 ans directeur de recherche au CNRS et très exactement à l'ICMCB. Et il a créé Olichrome en 2014 avec pour mission de concevoir et de produire des matériaux à partir de solutions de couleurs, d'intelligence des couleurs. C'est-à-dire que concrètement, on va sur demande des industriels, créer des peintures, des encres, des revêtements plastiques dont on va programmer le changement de couleur en fonction d'éléments extérieurs qui peuvent être la température, la lumière, la pression, les présences de gaz. Donc ça, c'est pour le métier global d'Olichrome. Et pour le rendre un peu plus concret, je vais l'illustrer avec deux types de sujets qui rentrent dans la transition énergétique. Il y a un gros sujet de recherche actuel pour notre société qui est de réussir à développer des matériaux alternatifs pour permettre à nos villes de lutter contre les îlots de chaleur, c'est-à-dire avoir des matériaux qui naturellement vont nous permettre de bénéficier, de capter la chaleur du soleil en hiver et au contraire de nous en protéger en été. Donc ça, c'est une première illustration.
Une autre illustration qui est déjà commercialisée aujourd'hui, ce sont des marquages routiers qu'on a développés dans le cadre d'un programme de l'ADEME, qui est partenaire du Coq Vert, dans le cadre d'un programme de l'ADEME aux côtés du groupe Eiffage. Il s'agit des peintures photoluminescentes luminochromes qui ont cette caractéristique qu'elles vont capter la lumière en journée pour la relâcher pendant la nuit, s'illuminer et créer ainsi, sans électricité et sans émission de CO2, un balisage lumineux dans des zones qui peuvent être accidentogènes, dans des zones qu'on souhaite garder éteintes la nuit, et donc aider nos villes à la fois à éteindre plus vite l'électricité, mais également à garder des zones noires, des zones protégées de pollution lumineuse, tout en ayant un service rendu aux mobilités de nuit de plus grande sécurité, de vision du chemin et des zones accidentogènes. Merci Perrine. Du coup, puisque nous nous adressons à nos auditeurs et aux entrepreneurs aujourd'hui réunis autour de la transition écologique, Philippe, Perrine, si vous aviez un message à leur faire passer, quel serait-il ? Alors un message sous forme d'injonction contradictoire. Il faut allier l'urgence à la patience. L'urgence parce que c'est maintenant qu'il faut commencer. L'urgence climatique est là. Il y a beaucoup à faire dans les 30 prochaines années, mais il faut commencer tout de suite. Et patience, pourquoi ? Parce qu'il faut s'entourer notamment d'investisseurs patients. Cette transition écologique ne va pas se faire en 2 coups de cuir à peau. Il va falloir avoir beaucoup de patience face à certains échecs, face à certaines voies sans issue. Donc voilà un peu une injonction contradictoire pour tous les entrepreneurs. Agissez dans l'urgence et entourez-vous de capital patient. Merci Philippe. Perrine, toi, si tu avais un message, quel serait-il ? Alors, si tu m'y autorises, Natalia, je vais en avoir 2. Un premier message, c'est de ne pas y aller seul. Je crois que dans l'histoire d'Olichrome, un élément marquant, c'est que Jean-François Létard, dès le départ, a su s'entourer de personnes et de structures d'accompagnement, que ce soit au tout départ avec une cellule de transfert qui lui a permis d'approcher son marché. Ensuite, il a été dans un incubateur, puis un accélérateur. Il a été accompagné par BPI France, il a été accompagné par la région Nouvelle-Aquitaine et tous les dispositifs qui sont aujourd'hui dans notre écosystème. Donc, on a un écosystème extrêmement riche dans toutes les régions. Je crois qu'il faut savoir s'appuyer sur cette intelligence collective. Le deuxième point qui est également vraiment ancré dans l'ADN d'Olichrome, c'est la culture client et la culture marché, notamment et d'une manière générale, mais en particulier quand on est dans l'innovation R&D, il est essentiel de ne pas développer des produits seuls dans son coin. Et aujourd'hui, c'est la logique d'Olichrome que d'être systématiquement en réponse et en partenariat avec des industriels pour coller au plus près de leurs besoins et de leurs contraintes. Merci beaucoup Perrine. Bien, du coup, sur ces 2 témoignages très inspirants, nous vous rendons l'antenne à Paris et vous remercions de ce duplex à Bordeaux. Bonjour à toutes et à tous, je suis Pascal Lagarde, directeur exécutif en charge de l'international de la stratégie des études et du développement. Et je vais poursuivre un petit peu sur l'innovation avec... la politique européenne de l'innovation est maintenant devenue totalement incontournable pour l'ensemble des entreprises de l'écosystème français, des entreprises innovantes. Vous ne le savez sans doute pas, par exemple, c'est grâce à une garantie de l'Union européenne que BPI France peut vous financer avec nos prêts innovation pour 500 millions d'euros par an, 1500 entreprises par an, et avec, je dirais, des conditions proprement exceptionnelles. Ces conditions, elles nous permettent d'une part prendre plus de risques, d'autre part d'avoir un volume beaucoup plus important, d'avoir des conditions de taux tout à fait
acceptable, sinon mieux, et puis très peu de collatéral. Et ça, on le fait avec la garantie de l'Union européenne via un partenariat assez ancien maintenant avec la Banque européenne d'investissement, la BEI. Autre exemple important, vient d'être lancé le programme Horizon Europe. Horizon Europe, c'est le programme de soutien à la recherche et à l'innovation, avec un pilier innovation qui est devenu beaucoup plus fort, et ça va durer jusqu'en 2027. Malheureusement, les entreprises françaises sont moins présentes que les entreprises d'autres pays européens. Donc allez-y, soumettez des projets et on a des outils pour vous aider à mettre en place ces projets via des accompagnements spécifiques. Au-delà de cette priorité de l'Union européenne sur l'innovation, l'Union européenne a pris un tournant assez extrêmement massif, majeur, pour la lutte contre le changement climatique via ce qu'on appelle le Green Deal, qui a été voté en 2019, dont découlent pas mal de choses qui vont devenir très importantes pour les entreprises européennes. D'abord, on l'a dit de nombreuses fois, mais je le redis, il y a l'objectif de neutralité carbone en Europe pour 2050, qui est un objectif, qui est l'objectif de cette journée, en fait. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire plusieurs choses. Ça veut dire la révision actuelle de 50 textes législatifs entre 2021 et 2022, qui vont impliquer un changement systémique pour à la fois les marchés, mais aussi les entreprises. Donc l'environnement juridique européen va profondément changer. On parle de la taxonomie, on parle de disclosure, on parle de tout ça. Un plan de relance européen qui est absolument massif, qui a été, un changement dans la politique européenne absolument important, qui représente 225 milliards d'euros pour le climat, qui sera à dépenser en 3 ans et qui va être, le plus grand choc pour l'investissement vert que nous n'avons jamais vu dans nos pays. Et évidemment, ce plan, il génère des opportunités massives pour les entreprises, à la fois de financement, mais aussi de marché, de business. Ces orientations de l'Union européenne, évidemment, elles impliquent que les institutions de l'Union européenne sont totalement alignées avec ces orientations. Et je vais prendre un premier exemple, c'est l'exemple de la Banque centrale européenne, qui vient de dire que dans ses objectifs, dans ses stratégies, dans sa mission, dorénavant, la lutte contre le changement climatique est intégrée. Et ça, c'est absolument majeur également pour vous, entrepreneurs, parce que ça veut dire que la BCE, la Banque centrale européenne, est en train de changer massivement, profondément, les règles du jeu pour tous les acteurs financiers. C'est dans ce cadre de Green Deal européen que le vice-président français de la Banque européenne d'investissement, Ambroise Rayol, va vous exposer d'abord son rôle dans l'innovation en Europe, mais également et surtout la transformation de la BEI en Banque européenne du climat. Pour BPI France, le groupe BEI est un partenaire majeur, un partenaire fidèle, et je remercie profondément Ambroise de nous consacrer ces quelques minutes de son temps pour vous parler, vous entrepreneurs. Bonjour à tous de Luxembourg. Je suis ravi de participer à cette première édition du Jour E organisée par BPI France. Un grand merci à Nicolas Dufourcq, à Pascal Lagarde et à toute l'équipe de BPI France pour cette initiative à laquelle la Banque européenne d'investissement est très heureuse d'être associée. Ce que je veux partager avec vous aujourd'hui, et en particulier avec tous les entrepreneurs qui nous suivent en ce moment, ce sont des messages d'ambition, de conviction et de soutien. L'ambition, c'est celle que l'Union européenne a de réussir la transition vers une économie sobre en carbone et respectueuse de l'environnement dans le cadre de ce qu'on appelle le Green Deal européen. À la BEI, nous avons décidé de nous transformer en Banque européenne du climat. Notre feuille de route est claire. Dès 2025, 50% des financements devront appuyer des projets en faveur de la lutte contre le changement climatique. Dès maintenant, 100% de nos financements doivent être alignés sur les objectifs de l'accord de Paris. Nous devons enfin soutenir une transition qui soit juste pour tous et acceptable socialement. En France, en 2020,
près de la moitié de nos financements ont été dédiés au climat, soit 4,3 milliards d'euros. Et ça concerne des financements de offshore, de recherche et développement, de bus électriques, etc. Et nous cherchons à déployer nos financements dans tous les secteurs qui font sens pour le climat et l'environnement. Les institutions publiques sont engagées pour concrétiser leur ambition pour le climat et la coopération que nous avons avec BPI-France est exceptionnelle. Notre objectif commun, c'est aussi de mobiliser les investissements du secteur privé. Le deuxième message que je souhaiterais passer, c'est un message de conviction. Pour réussir, nous devons donner la priorité à l'innovation. C'est en elle que résident les solutions de demain, les solutions pour réussir notre combat commun. La transition environnementale, c'est aussi en ce sens une opportunité pour la compétitivité. Je suis absolument convaincu du lien entre innovation et transition verte en vue d'assurer la croissance future et les emplois de demain. En 2020, en France, nous avons investi plus de 2,6 milliards d'euros pour l'innovation. Et puis le dernier message, c'est un message de soutien. Je sais que la transition environnementale peut être vécue comme une contrainte, notamment pour les PME qui se battent déjà sur tant de fronts dans cette période difficile. Avec des institutions comme BPI-France, la BEI veut appuyer les entrepreneurs pour relever ce défi. Notre filiale, le Fonds européen d'investissement, est le premier financeur de start-up en Europe et va accroître son appui à la transition verte à travers ses participations dans les fonds d'investissement. Nous voulons soutenir les futurs champions européens et les aider à se développer. L'urgence climatique est là, l'Union européenne, les territoires, les entreprises, les citoyens doivent tous en faire une priorité afin de construire ensemble une réponse et une reprise durable, respectueuse de l'environnement. Je vous remercie. Je vais maintenant passer la parole à Caroline Parot, la directrice générale d'Europcar. Europcar est une société européenne qui va nous expliquer comment le service peut être au cœur de l'innovation verte et de la mobilité durable. À l'issue de cette intervention de Caroline Parot, nous aurons le plaisir de retrouver Anne Guérin pour une séquence autour de la jeunesse et de l'avenir. Je suis Caroline Parot, je dirige le groupe Europcar Mobility Group depuis 5 ans maintenant. J'ai rejoint Europcar parce que ma passion, c'est les métiers de service. Et en arrivant dans ce groupe, j'ai découvert des métiers de service autour de la voiture. On me parlait beaucoup de voiture et moi, je ne parlais que de service. La voiture, c'est l'objet du service. Les métiers de la mobilité, tous se transforment et vont vers une transition écologique très rapide. Alors, on parle beaucoup de voitures hybrides, de voitures électriques. Une des transitions aussi, c'est quel type de voiture s'adapte le mieux à nos besoins au quotidien. Est-ce que vous avez besoin d'avoir tout le temps une grosse voiture quand vous allez au travail alors que vous pourriez avoir une petite voiture? C'est ça aussi la transition écologique, c'est avoir le bon moyen de transport pour le bon usage et éventuellement avoir de plus en plus d'usagers sur le même moyen de transport pour éviter des dépenses énergétiques. Dans nos solutions de mobilité, depuis quelques années, nous avons investi dans tout ce qui est autopartage. Donc autopartage, c'est quoi ? C'est des voitures que vous pouvez louer pour quelques heures, ou une demi-journée, une journée. Une voiture utilisée 2 mois par une société, 2 mois par une famille, 3 mois par un grand groupe. Et c'est ça qui permet de réduire collectivement l'empreinte carbone au niveau d'un pays, au niveau d'une ville, et puis globalement sur nos engagements au niveau planétaire. Notre fonctionnement au quotidien, c'est l'Europe. Notre COMEX est très international, on est une minorité de Français, ça a toujours été le cas, et on se définit sur des stratégies européennes et non pas des stratégies par pays. Et c'est comme ça qu'on veut fonctionner, et c'est comme ça qu'on a toujours fonctionné et qu'on continuera. Chaque geste compte. Donc il n'y a pas de petits gestes, et que si on arrive à inculquer à ses enfants, ses camarades, ses amis, ses collaborateurs que chacun de ces gestes compte, quel que soit le geste, alors tous ensemble on va y arriver. Bien sûr qu'en tant que chef d'entreprise, on doit imprimer des actions un peu plus larges, donc ce qu'on fait sur les voitures électriques au sein du groupe, puisque là c'est une politique générale, mais ça c'est mon action avec mon groupe qui peut le faire, mais chacun peut faire quelque chose à partir du moment où il en a envie et à partir du moment où il considère qu'il doit le faire. Donc c'est une responsabilité individuelle et collective, et ça ne peut pas être dans les mains de quelques-uns, c'est notre planète à nous, il n'y a pas de choix, il faut qu'on agisse tous ensemble.